Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un philosophe, encore un. Vous savez que j'aime beaucoup la philosophie. Donc, nous invitons Charles Pépin et il va nous parler du chef d'entreprise et de sa décision comme un art. Donc, Charles, auteur à succès, bien entendu, conférencier, célèbre pour ses ouvrages comme Les vertus de l'échec, pardon, et La confiance en soi, et il termine sa trilogie avec son ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle La rencontre. Alors, lors de notre entretien, Charles nous éclaire sur cette fameuse décision du chef d'entreprise, rationnelle, mais pas uniquement, car elle doit porter en elle également la possibilité de l'échec. Ces réflexions ont abouti à la conviction que c'est parce que le chef d'entreprise ne sait pas qu'il décide. Tout n'est pas rationalité, tableur Excel ou justement business plan, c'est également de l'art, savoir trancher dans l'incertitude. Car, dit-il, sans échec, le dirigeant n'est pas vraiment un dirigeant, il n'y a pas d'audace, aucune décision est prise au sens propre, le risque zéro est synonyme d'inaction. Charles milite également pour le retour de l'intuition, celle développée dans une compétence qui a muté de la rationalité vers l'intuition. Le dirigeant, habité par son expérience, doit s'autoriser. Il doit s'autoriser à s'écouter. En d'autres termes, il faut toujours se ressourcer dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, pour aller ensuite ressortir vers le dehors pour explorer l'inconnu. C'est une valse à deux temps, nous explique-t-il, sans jamais revenir au point de départ. La danse permet d'avancer en revenant régulièrement dans sa zone de confort, permettant ainsi de l'agrandir à chaque retour, puis de ressortir à nouveau pour explorer le plus loin l'ailleurs, le fameux ailleurs. Et nous poursuivons notre entretien en explorant des thèmes comme l'exemplarité. Nous évoquons également le rapport à sa propre imperfection, l'expérience bien sûr, imiter ou s'inspirer d'un modèle, et il évoque justement les grands peintres. Et nous avons parlé également de la joie. Très important, la joie. La joie qui doit nous habiter quelles que soient les circonstances, dit-il, ou encore d'affirmer, les dirigeants devraient se sentir responsables de la joie de leurs collaborateurs. Cette joie qui ne doit pas se confondre avec le bonheur. Et nous poursuivons sur l'identité multiforme de chacun, le fameux cercle du savoir, le doute, pour terminer sur son dernier ouvrage, c'est-à-dire La rencontre. Je vous invite à parcourir cette vidéo avec plaisir. Les amis, soyez joyeux, nous dit Charles. Soyez joyeux et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. On reprend nos vidéos et aujourd'hui, un nouveau philosophe. Un philosophe que j'apprécie beaucoup. Bonjour Charles. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. C'est un plaisir avec le chat nous regarde, il écoute. Voilà, exactement. Ses oreilles sont tendues, aux aguets. En espérant qu'on va dire des choses intelligentes. Hein. Bon, d'abord, comment ça va? Ça va bien, et c'est le début de l'été. Ouais. J'ai bien travaillé ce matin, tout va bien. Parfait. Et on te voit partout en ce moment? Belle promotion. Oui, le livre est bien reçu. Le livre sur la rencontre est bien reçu. Ouais. Voilà, ça c'est son dernier ouvrage, La rencontre. Je vous mettrai les coordonnées à la fin. Voilà, on te voit partout sur les plateaux télé. Voilà, c'est sûr qu'un livre sur la rencontre en pleine crise du Covid, c'était pas gagné. Mais... Exactement. Ouais. Non, c'est très intéressant. Et puis, alors, quelques-uns des autres livres, il a fait des BD, ce jeune homme, des BD forcément que vous connaissez. Mais moi, je voulais vous montrer Les vertus de l'échec, qui est un livre très intéressant, et La confiance en soi. Voilà, je vous remettrai toutes les coordonnées à la fin. Moi, j'ai beaucoup ton regard, Charles, autour du chef d'entreprise, où tu abordes des sujets qui sont très intéressants. En fait, tu prends le chef d'entreprise comme un sujet philosophique. Ouais, c'est vrai. Et en fait, tu as un regard un peu comme un prisme, où tu as un laser qui passe dedans avec différentes couleurs sur l'esthétique, sur la joie, sur l'exemplarité, je crois. Qu'est-ce qu'il y a sur l'échec? Donc en fait, tu abordes le sujet dans tous les sens. Ouais, disons qu'il y a beaucoup
notions de l'humanisme classique, l'intuition, la décision, l'exemplarité, l'admiration, qui sont au fond mes sujets de travail et que j'applique à la question de l'entreprise et à la question du chef d'entreprise. Et c'est vrai que beaucoup de choses me fascinent dans cette figure, probablement parce que moi-même, j'aurais pu en devenir un. J'étais très tenté par le fait de monter une boîte quand j'étais à HEC, avant de faire de la philo et de devenir prof de philo. Donc j'ai toujours eu ça dans un coin de mon cœur et de mon esprit. J'ai toujours été très curieux, très intéressé par ces figures de chefs d'entreprise. Et précisément, il y a une question que j'adore traiter, c'est la question de la décision. Oui. Puisque depuis une vingtaine d'années que j'interviens en entreprise, j'ai vu souvent des chefs d'entreprise, hommes ou femmes, décider. Et décider au sens où décider n'est pas choisir. Ce n'est pas choisir rationnellement avec juste des arguments qui font qu'on sait que c'est A et pas B. C'est aller dans un au-delà de l'argumentation en écoutant son intuition et en acceptant la possibilité de l'échec. Parce qu'au fond, dans toute grande décision, il y a une possibilité d'échec. Autrement, ce ne serait pas une décision. Et du coup, je me suis mis à travailler plus précisément cette distinction entre le choix rationnel et la décision qui n'est pas que rationnelle. Et le chef d'entreprise, c'est une figure que je pense en analogie avec des grands artistes, avec des grands marins, avec des grands sportifs. Oui. C'est des gens qui accumulent une expérience qui les autorise finalement à se passer de l'expérience pour trancher, finalement en s'écoutant et en ayant confiance aussi. Tous les thèmes s'articulent. Et c'est vrai que d'année en année, j'ai affiné cette philosophie de la décision jusqu'à arriver à l'idée, à l'énoncé un peu paradoxal, qui est que c'est parce que le chef d'entreprise ne sait pas qu'il décide, et non pas parce qu'il sait qu'il choisit rationnellement. Donc ça m'intéresse beaucoup, et j'ai souvent aimé confronter avec des dirigeants cette idée de la décision. Alors certains ont un peu peur de cette idée, et disent non, pas du tout, moi c'est rationnel, mais la plupart disent à un moment, au fond, pas vraiment. Finalement. Le moment où je suis convoqué en tant que dirigeant, c'est le moment où ça n'est pas que rationnel. C'est le moment où ce n'est pas que un business plan, où ce n'est pas que des conseils, ce n'est pas que du tableur Excel, ce n'est pas que de la science en fait, mais c'est de l'art un petit peu. C'est ça aussi la distinction qui est intéressante. Il y a un moment comme ça, il faut y aller et trancher dans l'incertitude. En fait, tu as été au-delà du rationnel parce qu'en fait, on nous apprend dans les écoles, moi je suis comme toi, je suis transversal, j'ai oublié de dire que Charles quand même a fait Sciences Po HEC, tu es agrégé, tu es journaliste, en plus d'être écrivain, et donc en fait tu es vraiment dans la transversalité également, et en fait derrière on nous apprend essentiellement la rationalité dans les grandes écoles, bien sûr. En plus tu es comme moi, tu as donné énormément de cours, et en réalité toi tu ajoutes d'autres dimensions, notamment l'intuition, c'est très important l'intuition, et aussi le fait de savoir que on peut se tromper, il peut y avoir des échecs. Et que ça fait partie des dimensions de la vie, en fait, c'est extrêmement mouvant, et qu'en réalité, la décision, elle va également s'adapter avec le temps. Oui, et d'ailleurs, oui, tout à fait. Et quand tu dis on peut se tromper, j'irai plus loin. C'est que si on ne s'est pas trompé, si on n'a pas connu l'échec, c'est qu'on n'est pas vraiment un dirigeant. C'est qu'on n'a pas vraiment d'audace, et c'est qu'on ne prend pas vraiment de décision au sens propre. Mais ce n'est pas ce qu'on apprend aux jeunes, Charles. Non, c'est sûr. On n'apprend pas à échouer pour apprendre. Oui, mais même, c'est sûr qu'il y a un enseignement, un apprentissage enfanté par le ratage, mais même avant de rater, c'est important de consentir à la possibilité de l'échec, parce qu'autrement, ça va entraver notre capacité à y aller. Parce que si on se dit... si on veut arriver au risque zéro, en fait, on va juste rien faire. Et la décision, c'est d'accepter comme ça, de trancher dans l'incertitude. Attention le chat, ce n'est pas pour toi. De trancher dans l'incertitude. J'avais dit qu'il apparaîtrait... c'est normal. Je vous présente Hermès, le messager. Voilà. Et en fait, sur l'intuition aussi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que l'intuition, je milite pour l'intuition de l'artiste, l'intuition des grands vivants, l'intuition des dirigeants. Mais attention, pas au sens où on aurait tous une intuition naturelle qu'il faudrait aller chercher. C'est pas si simple. C'est pas en ce sens-là. C'est au sens où l'intuition se développe dans une compétence, dans une expertise, mais elle est le moment où cette compétence change de forme, où cette expertise change de forme et cesse d'être simplement rationnelle pour devenir intuitive. Pour le dire autrement, dans un domaine où tu n'es pas bon, tu n'as aucune raison d'avoir une bonne intuition à part un coup de chance. L'intuition, tu ne peux l'écouter que dans le domaine où tu as beaucoup d'expérience. Elle se source quand même. Exactement. Elle est fondée, elle s'origine, elle se source. Et ça, c'est confirmé par beaucoup de psychologues et de spécialistes de l'intuition.
aussi bien un philosophe comme Bergson qu'un coach comme Michel Giffard, que tu connais peut-être, qui intervient notamment à HEC, c'est que, attention, si tu n'y connais rien, n'écoute pas ton intuition, demande à ceux qui savent. Ouais. Et donc ce qui est intéressant dans la figure du dirigeant, c'est que c'est un parcours, c'est un chemin, c'est une expérience qui fait qu'à un moment donné, je peux m'écouter, mais sans me référer précisément à l'expérience d'il y a 5 ans, 7 ans, 9 ans, en la rationalisant. Juste, je suis autorisé à m'écouter parce que mon expérience me permet de saisir ma capacité d'intuition. Mais encore une fois, ça se travaille, ça se cultive, c'est pas inné du tout. Oui, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Exactement. Oui, et il faut quand même un socle d'expérience. Oui. On ne peut pas y échapper non plus. Ouais, il faut un socle d'expérience pour se sentir, pour s'autoriser à se passer de la référence explicite à l'expérience permanente. Mais si tu n'as pas d'expérience, finalement, tu ne peux pas te passer de l'expérience. Exactement. C'est comme la métaphore de la zone de confort qui est un peu rebattue, mais si on la creuse, elle est intéressante. Si tu ne sais pas où est ta zone de confort, tu ne peux pas en sortir. Donc moi, je développe dans tous mes livres, les 3 derniers, et les vertus de l'échec, et la confiance en soi, et le dernier sur la rencontre, la métaphore de la valse à 2 temps. Et c'est une métaphore qui est très intéressante pour questionner la compétence en entreprise et même l'art du dirigeant. C'est qu'il faut toujours se ressourcer dans sa sécurité pour aller ensuite ressortir au dehors et explorer et aller vers l'inconnu. Oui. Donc c'est une valse à 2 temps, mais c'est pas, on ne revient pas au même point, on continue à avancer en dansant. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se ressourcer dans sa zone de confort, bien sûr on l'agrandit, on l'élargit, et à chaque fois qu'on ressort au dehors dans une exploration, on va plus loin et on va ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment une valse en fait, une valse à 2 temps. Mais alors ça fait penser à 2 choses. D'abord, ça me fait penser à la citation de Victor Hugo. L'expérience est une chandelle qui n'éclaire que celui qui la porte. Ouais. Mais par contre, on peut éclairer aussi des gens autour de nous. C'est le chef d'entreprise qui a ses équipes autour de lui, c'est lui qui l'emmène. Du coup, tu critiques Victor Hugo et tu as raison. Parce que lui, ce qu'il veut dire, c'est justement que l'expérience ne sert... D'ailleurs, attends, il y a un truc chinois là-dessus qui dit... Ah oui, c'est ça. L'expérience est un peigne pour les chauves. C'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne sert pas aux autres. Ouais. Moi, je ne suis pas si critique, et toi non plus, visiblement, vu ce que tu as dit, c'est qu'il y a des conditions sous lesquelles, puis c'est aussi le prof qui parle, hein, et le père aussi, il y a des conditions sous lesquelles ton expérience peut servir aux autres. Mais attention, c'est à la condition qu'elle ne soit pas résumée en des mantras ou en des généralités, mais à la condition qu'elle te donne une forme d'exemplarité au sens que tu évoquais au début. C'est-à-dire que ce n'est pas l'exemplarité où je suis un modèle parfait à imiter, mais je suis juste un exemple, un seul exemple, de quelqu'un qui cherche, de quelqu'un qui a vécu, Exactement. De quelqu'un qui a arpenté un chemin. Et même s'il n'est pas parfait, et s'il n'a pas la science infuse, et s'il ne sait pas tout, bah il a une expérience, il est au moins un exemple de ce que c'est qu'être vivant et qu'être dirigeant. Et l'exemplarité, c'est un de mes grands sujets d'intervention en entreprise, notamment à l'APM, où je suis expert en exemplarité, c'est ridicule. C'est doublement ridicule. Expert, c'est ridicule, et en exemplarité, c'est ridicule. Mais si on va derrière le ridicule des mots, j'essaye de montrer qu'en fait, un dirigeant exemplaire, c'est surtout pas un dirigeant parfait, c'est plutôt un dirigeant qui a un rapport à son imperfection qui inspire les autres. Oui. Dans la mesure où il les gens derrière lui. Voilà, où il se débat avec son imperfection, où il progresse, il est sur un chemin de progression, comme les progredians des sages anciens, et il donne envie aux autres d'aller sur leur chemin de progression. Et il n'est pas du tout à imiter, mais on peut s'en inspirer. Oui. La différence, c'est que quand on imite, on disparaît comme singularité et on se met à singer un modèle. Quand on s'inspire, on va faire à sa manière. Oui. Quand Picasso s'inspire de Velázquez pour faire les Ménines, bah, il fait du Picasso. Et quand Bachung... De Monet, d'ailleurs. Quand il va à Aix-en-Provence, c'est de Monet aussi. Oui, tout à fait. Exactement. Et quand Bachung reprend l'album L'homme à tête de chou de Gainsbourg, bah, c'est Bachung. Et c'est ça qui est magnifique. Et du coup, on voit le génie qui vient par-dessus. Oui, et le génie, plus tu es génial, dans l'art, hein, j'entends, plus tu te nourris des autres. Oui, plus tu admires aussi. Et en fait, c'est ton authenticité qui te source pour être génial. Disons que tu ne peux être... Oui, je suis d'accord avec toi, j'emploierais plutôt le mot de singularité. Oui. Mais les deux, en fait. Oui. En fait, le génie, c'est toujours un génie singulier. Oui. Et quand tu prends la mesure de ta singularité, tu n'as pas peur d'admirer les autres, parce que tu sens que tu es singulier. Donc en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est intéressant aussi pour penser l'entreprise, il y a des gens qui ont peur d'admirer,
parce qu'ils se sentent petits, diminués, et en comparaison de la figure qu'ils admirent. Alors qu'en vérité, c'est une erreur contre-productive, parce que plus tu admires des singularités, plus tu es rassuré sur le fait que c'est possible de devenir un talent singulier. Plus ça peut te faire grandir. Évidemment, et plus tu t'élèves. Et tous les grands génies sont des grands admirateurs. Nietzsche, par exemple, écrivait « Je ne pourrai jamais lire un philosophe qui ne soit pas un exemple inspirant en tant que vivant, hein, pas en tant qu'auteur de livres. » Et ça, c'est important pour l'entreprise. Et je pense que ainsi pensé, on peut dire aux dirigeants « Soyez inspirants, soyez uniques, soyez singuliers, soyez exemplaires. » Mais attention, un exemplaire unique de ce que c'est qu'un talent singulier et surtout pas un modèle à imiter. Et dans la joie. Ah oui, alors la joie, c'est un de mes grands thèmes aussi. Ah oui. J'ai écrit un roman qui porte pour titre La joie. Et la joie, pour moi, est toujours à la différence du bonheur ou à la différence d'un certain esprit positif auquel nous invite un excès de la psychologie positive d'aujourd'hui. La joie, c'est pas ça, c'est la lucidité. Je sais que ça va pas. Je sais que c'est la merde, je sais que c'est la crise, je sais que je vais mourir, je sais qu'il y a des injustices, je sais que j'ai échoué ici et que je porte un peu de honte, mais je suis joyeux quand même. La joie, c'est toujours une joie malgré tout. C'est ce que j'allais te dire. Malgré tout, le mot est lourd, quoi. Malgré tout, je reste joyeux. On peut pas être heureux dans le monde actuel. On voit bien la Chine, l'Afrique, le Rwanda, le Mali, les trottoirs parisiens, l'injustice, les étudiants qui se suicident. Être heureux, ce serait complètement inapproprié, je trouve. Le bonheur, comme état durable de satisfaction existentielle, on oublie. Mais la joie est possible, même quand le bonheur ne l'est plus. Et elle se transmet. Il y a cette espèce de petite graine qui s'éjecte. On parle beaucoup du virus en suspension ou autre, mais en fait, c'est presque un virus de bonheur, la joie. Il y a une transmission de la joie. D'ailleurs, on voit bien la joie d'un enfant, comme elle est communicative, et puis la joie de quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Ça, c'est intéressant aussi à dire aux dirigeants. Je crois que les dirigeants devraient se sentir responsables de la joie de leurs collaborateurs. Surtout pas de leur bonheur. Ça dépend de leur vie privée, de leur enfance, de leur couple, de leurs parents, du Covid, évidemment. Donc, attention, surtout pas du bonheur. C'est pour ça que Chief Officer Manager, bizarre. Mais par contre, que chaque individu qui est dirigeant, chaque femme dirigeante, chaque homme dirigeant se dise « Là, quand même, j'ai un truc à faire. Déjà, je peux moi-même incarner une forme de joie du combattant dans l'adversité. Je peux faire attention à ce que ceux qui bossent avec moi puissent développer leur talent au contact de leur métier. Parce que le développement du talent, c'est ça aussi qui fait la joie de l'individu. Et à mon avis, on pourrait presque parler d'une responsabilité par rapport à ça. Et j'avoue que je rencontre beaucoup de dirigeants depuis longtemps maintenant, et c'est vrai que la plupart sont d'accord avec cette idée, et d'autres s'abritent derrière une efficacité, une technicité ou un esprit de sérieux pour dire « Attention, je ne suis pas apprenti sorcier, je ne joue pas avec ça ». Moi, je leur réponds si vous voyez ça comme ça, si vous appelez la relation humaine l'art de la relation être un apprenti sorcier, moi je vous dis soyez apprenti sorcier un peu plus parce que c'est un peu dommage de se priver de ça. Et ça les fait douter. Ils disent ah ouais, en plus je leur dis gentiment, ça les fait douter, ils disent oui en fait c'est vrai. Et à ce moment-là on découvre des gens qui en fait avec leurs amis, en famille, sont hyper gais, ont une forme de joie solaire, mais ils endossent le costume gris de l'esprit de sérieux pour aller diriger leur boîte. Et là souvent j'essaye de produire ce déclic et de leur dire mais attendez, pourquoi l'homme ou la femme, mais c'est souvent des hommes dans ce cas-là, pourquoi, enfin des femmes aussi, pourquoi la personne que vous êtes, quand elle va au Louvre, quand elle se promène dans la campagne française ou italienne, ou dans le monde, quand elle fait du bateau, quand elle nage, quand elle fait l'amour, pourquoi cette personne qui est tellement intéressante, tellement vivante, elle n'est pas là quand vous arrivez au bureau. Et là, des portes en fait. Et j'avais commencé mes premières interventions en entreprise là-dessus, sur un thème très très précis qui était l'émotion esthétique au service du dirigeant. Et je montrais à des dirigeants que leurs émotions esthétiques très spirituelles, en écoutant Bach, en regardant Velasquez, elles faisaient vivre un être complexe et passionnant, et que cet être était amenuisé, diminué, rétréci, quand il endossait le costume du dirigeant. Et ça les faisait beaucoup réfléchir. Probablement, il se met la pression par rapport aux contraintes, par rapport... Il se met la pression et tout simplement... Il n'a jamais eu l'idée, en fait. Il n'a jamais eu l'idée. Puis c'est un rapport aux autres aussi qui est peut-être un peu plus compliqué. Dans un milieu privé, c'est beaucoup plus simple d'être soi-même, mais dans le monde de l'entreprise,
et ses salariés et l'extérieur de l'entreprise, peut-être qu'il se crée une tension lui-même. Ouais, ouais. Et on entend bien, ne serait-ce qu'en t'écoutant, combien c'est vain. Parce que ce qui fait qu'ils vont être écoutés, suivis, en relation, c'est pas d'endosser ce costume-là. À part dans quelques cas où effectivement il y a quelques, j'allais dire travailleurs, terme marxiste, il y a quelques collaborateurs, quelques salariés qui ont besoin de ça. Ok, Oui. ils existent, Oui, bien sûr. mais ils sont une minorité en vérité. Ouais, ouais. Surtout aujourd'hui où le rapport au travail change, la quête de sens est plus grande, Oui. la mobilité est plus grande. On n'a plus besoin d'avoir un dirigeant comme ça. Ouais. Alors moi, je reviens sur ta valse à deux temps. C'est très intéressant ce que tu disais parce que ça fait rebondir sur ma première vidéo d'ailleurs, où Roxane m'a emmené faire ma première vidéo et j'avais dit aux chefs d'entreprise, surtout pensez à vous, reposez-vous, ressourcez-vous dans votre cercle privé haut. C'est très important de recharger son énergie parce qu'on va en avoir besoin pour l'extérieur. Ouais. Et en fait, cette valse à deux temps, ça me fait penser à une chose, c'est que quand on revient, on n'est plus la même personne. On s'est ressourcé, on a grandi, on a appris et en réalité, ça me fait penser, mais ça tu connais ça par cœur, le cercle du savoir. Le cercle du savoir, notre savoir est à l'intérieur du cercle. Le périmètre, c'est nos questionnements. Et plus on se questionne, plus notre curiosité alimente nos questionnements, plus on va chercher du savoir qu'on met à l'intérieur du cercle et le cercle s'agrandit en permanence. Oui, c'est intéressant, je ne connaissais pas cette métaphore. Bon, j'ai au moins appris quelque chose à un philosophe. Voilà, c'est le cercle philosophique du savoir. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, alors on doute de plus en plus, mécaniquement, parce que le savoir est une chose, mais par rapport à la confrontation à l'extérieur, on s'intéresse de plus en plus à plein de choses, et ça aussi engendre de tout, mais il ne faut pas en avoir peur. Ouais. Voilà, donc c'est ça qui est important, cette expérience, ce savoir, ce doute, et en réalité, ce que moi j'essaie de transmettre aux chefs d'entreprise, c'est que si on a un savoir qui est grand comme une pièce de 5 centimes, nos décisions ne seront certainement pas les mêmes que si on a un savoir qui est grand comme ça. Mécaniquement. Bien sûr. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on enlève les doutes, mais en tout cas, la décision sera beaucoup plus profonde, tout en sachant qu'en fait, elle est comme le cercle du savoir, elle évolue. Tout à fait d'accord. Et sur les doutes et les peurs que tu as évoquées, la sagesse de laquelle je me réclame dans mes livres se rejoint toujours sur une idée qui est il ne s'agit pas d'éradiquer la peur, mais d'avoir un rapport plus heureux à sa peur. Il ne s'agit pas d'éradiquer le doute, mais d'avoir un rapport plus heureux à son doute, c'est-à-dire d'y aller malgré le doute et de trancher malgré les peurs. D'ailleurs, dans mon travail sur la confiance en soi, le but c'est ça, c'est de dire attention, la confiance c'est pas être sûr de soi, ça c'est de la suffisance, ça c'est de l'arrogance, ça c'est de l'excès de confiance, de l'orgueil aussi. L'expression de l'orgueil, ouais. Voilà, la confiance c'est d'y aller malgré le doute, de prendre dans le doute ce qui est mobilisateur, ce qui est intéressant, parce que parfois le doute c'est un principe de précaution intéressant, et puis ça me permet de comprendre la complexité, mais que cette peur et ce doute ne soient pas des paralysants, mais plutôt des tremplins, des moteurs au fond. Oui, voilà, il faut faire avec son doute. Comme, ça fait partie de la vie. Notre problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, alors on ne va pas faire les modernes, les anciens, tout ça, on ne va pas avoir des vieux discours, mais dans le monde d'aujourd'hui, on a un monde qui implique beaucoup de contrôle. Et en fait, dans le contrôle, on ne veut pas ces aspects négatifs-là, mais ça fait partie de la vie aussi, le doute. C'est comme dans nos sociétés occidentales, on ne veut plus mourir, alors que dans l'hindouisme, la mort fait partie de la vie. Donc ils ont un rapport à la mort qui est beaucoup plus dépassionné que nous. Et puis, nous, on est hystérique par rapport à ça. Et ce qui est libérateur, c'est l'acceptation. Oui. Et l'acceptation au sens d'un vrai consentement. Et c'est vrai que il y a une expression qui est intéressante pour nous, c'est l'expression « c'est comme ça ». Souvent, on l'a dit de façon un peu résignée, c'est comme ça. Presque par réflexe. Et en fait, je crois qu'on peut apprendre à la dire de manière beaucoup plus affirmative, beaucoup plus forte, presque joyeuse, « c'est comme ça ». Nous allons mourir, c'est comme ça. Nous traversons une crise qui nous oblige à nous réinventer, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est un exercice qu'on peut chacun faire, s'entraîner à glisser du « c'est comme ça » de la résignation au « c'est comme ça » de l'affirmation joyeuse. Un dernier mot, parce que le temps tourne encore, toujours, et on a du mal à s'arrêter. On pourrait t'écouter pendant des heures. Tu nous parles en quelques mots de ton dernier livre, s'il te plaît, La Rencontre. Avec plaisir. C'est un livre qui clôt la trilogie qui avait été ouverte par les vertus de l'échec et la confiance en soi. Voilà, et le point commun, c'est la notion de réel. J'ai expliqué dans les vertus de l'échec que l'expérience du réel est plus forte dans l'échec que dans le succès. Dans la confiance en soi,
que la confiance vient moins de soi que du rapport au réel, au monde et aux autres. Et là, du coup, logiquement, on arrive à la rencontre du réel, où j'explique que toutes les grandes rencontres articulent 3 dimensions. Une rencontre des autres, une rencontre du monde qu'on voit comme les autres le voient, donc un rapport au monde agrandi, et finalement, une rencontre de soi, mais on ne revient à soi qu'en étant passé par les autres et le monde. Alors tu vas me dire si je raisonne correctement, et moi je m'imagine un rapport, un rapport à l'autre, un rapport à 2, comme un rapport à 6 personnes. Parce que je pense qu'en chacun de nous, il y a 3 personnages. La personne que l'on croit être, la personne que l'on voudrait être, et la personne que l'on est vraiment. Oui, ça c'est le test de l'animal, si tu connais ce test. Non. C'est un test que en recrutement, on entend beaucoup ça. On demande à quelqu'un à quel animal vous voulez être, et puis on lui pose 3 fois la question. Et en général, le premier animal qu'il évoque, c'est ce qu'il veut être dans le regard des autres. Le deuxième, c'est ce qu'il a peur d'être, et le troisième, c'est ce qu'il est vraiment. Et en général, ça commence par le lion, puis c'est le guépard, et après c'est le rat. Et donc voilà. Mais effectivement, quand tu dis on est toujours 6, ça me fait aussi penser à la blague de Freud, qui dit quand on fait l'amour, on est toujours 6, parce que chacun a ses 2 parents avec lui. Ou alors on pourrait dire il y a le moi, le surmoi, le ça, et toi aussi, donc ça fait 6. En gros, ça fait du monde. Oui. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que ça rentre en résonance, tout ça. Je milite pour casser l'identité noyau et pour une identité multiple et protéiforme. Et l'accepter. Et l'accepter. Et d'ailleurs, les rencontres nous permettent de prendre la mesure de cette multiplicité personnelle, puisque avec toi, c'est cette part de moi qui est convoquée, avec toi, c'est cette autre part de moi. Quand je lis tel livre, c'est cette part de moi. Quand je vais faire un footing, c'est cette autre part de moi. Et au fond, je ne suis pas un noyau unifié. Et la vraie vie, c'est de prendre la mesure de cette multiplicité. Et de rencontrer cette multiplicité. Et en réalité, un rapport à 2, ça dépend aussi de ce que l'autre m'inspire par rapport à elle. Bien sûr. En réalité. Oui, tout à fait. Voilà. Hermès vient nous dire qu'il faut absolument arrêter, sinon autrement on va encore abuser du temps. Alors je ne l'ai pas précisé au départ, mais ça c'est très important. Nous sommes dans des très bonnes conditions. Charles, merci d'avoir fait un PCR hier. Moi j'en ai fait un ce matin. Donc on se fait visiter le nez régulièrement. Et donc nous sommes dépourvus de Covid. Exactement. Voilà, donc on le fait dans les bonnes conditions. Mille merci Charles. Merci à toi. Très bientôt. À bientôt. Et forcément ça nécessite d'autres discussions. Avec plaisir. À suivre. Merci. Ciao. Merci.